Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Nous reviendrons sur ces cambriolages et braquages à répétition, échec pour une tentative de casse en sous-sol d'une banque à Paris et réussite pour une opération à main armée dans un casino à Lyon la nuit dernière. La bénédiction du pape Benoît XVI à Rome, bénédiction devant des milliers de fidèles, place Saint-Pierre. Le Vatican qui a souhaité en pleine tourmente soutenir publiquement le chef de l'Église catholique. Nous verrons qu'il s'agit d'une première historique. Retour ce soir également sur la personnalité de l'auteur de l'agression qui a coûté la vie à un usager du RER à Paris. Un jeune homme de 28 ans qui est passé aux aveux. Celui-ci souffrait selon ses proches de troubles psychiatriques et notamment de schizophrénie. Vous entendrez le témoignage de sa mère dans ce journal. La politique, et voici quelques marques déjà déposées, DSK 2012, Sarkozy 2012, Hollande 2012 ou encore Fillon 2012. Mais qui sont les dépositaires réels de ces marques? Faut-il y voir un signe politique? Vous verrez qu'il faut parfois se méfier des contrefaçons. Un dimanche de sport avec en football le coup de blues des Bordelais qui chutent une nouvelle fois. Lyon en profite et prend la première place provisoire de Ligue 1. À noter la victoire cet après-midi de Marseille. Et puis en Formule 1, c'est Sébastien Vettel qui remporte le Grand Prix de Malaisie. Enfin le cinéma ce soir avec le box-office de la semaine et la présentation du Choc des Titans, une super production hollywoodienne qui sort mercredi. Un film réalisé par un Français, il s'appelle Louis Leterrier. Rencontre tout à l'heure. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. On commence tout d'abord par cette grosse frayeur pour les clients d'un casino à Lyon la nuit dernière. 5 hommes armés de fusils, mitrailleurs et cagoulés ont pénétré dans l'établissement. Un braquage qui n'a duré que quelques minutes. À la clé, plusieurs dizaines de milliers d'euros dérobés. Reportage Denis Sébastien et Philippe Fivet. Déterminés et lourdement armés, notamment de Kalachnikov. Il est 3 h du matin quand les 5 hommes cagoulés font irruption. Pendant que l'un reste dehors faire le guet, les 4 autres s'engouffrent dans le casino direction les caisses. Il y a encore 300 clients dans l'établissement. Pour les impressionner, les malfaiteurs tirent à 2 reprises vers le plafond. On a entendu les coups de feu et puis tous les clients qui étaient devant et les autres clients qui sont venus en courant, ils se sont fait rabattre par les agents de sécurité pour sortir et du coup tout le monde est sorti. Ils ont annoncé que c'était un braquage. Et puis là, tout le monde, les employés, les clients, on s'est tous jetés par terre, quoi, les uns sur les autres. L'un des braqueurs découpe à la disqueuse les montants métalliques qui soutiennent les vitres, puis fait main basse sur les caisses. Montant du butin, 30 000 euros. La somme est limitée car le casino dispose d'un système qui permet de mettre en sécurité au fur et à mesure l'argent liquide. Voilà, et l'obus part dans la chambre forte dont les convoyeurs de fonds ont les clés. Donc on n'a jamais beaucoup d'argent. Le braquage, filmé par vidéosurveillance, n'aura duré que 3 minutes. Les 5 hommes ont pris la fuite à bord d'une puissante berline, quelques instants seulement avant l'arrivée de la police. Autre fait divers, la nuit dernière à Paris, et l'affaire nous rappelle celle du week-end dernier. Des cambrioleurs ont tenté une nouvelle fois d'accéder à la salle des coffres d'une banque, et cela en passant par les égouts. Seulement, leur opération n'a pu aboutir. Alors que s'est-il passé? Le point ce soir avec Loïc Delamornay et Frédéric Pasquette. Par les égouts, les enquêteurs de la police scientifique remontent ces gros sacs noirs. À l'intérieur, le matériel des malfaiteurs et les éléments d'un marteau-piqueur retrouvés sur place. Il est 3 h 50 ce matin quand une alarme se déclenche. Perçant un tunnel à travers les caves et les égouts, un groupe a pénétré dans les sous-sols de cette agence parisienne. Mais décontenancés par l'alarme, reliée au commissariat, les cambrioleurs n'atteignent pas leur cible, la salle des coffres. Les malfaiteurs n'ont pas eu le temps d'entrer dans la salle des coffres et donc il n'y a eu aucun dégât et aucun vol dans la salle des coffres. Donc la tentative a échoué. Le butin est donc nul. Est-ce l'œuvre de ce que les policiers ont appelé le gang des termites? Il y a une semaine, une autre banque parisienne avait été cambriolée avec un mode opératoire similaire. Mais ce jour-là, les malfaiteurs avaient réussi leur coup et dévalisé minutieusement la salle des coffres toute la nuit durant avant de l'incendier. Ça paraît un petit peu précipité de faire le rapprochement, sachant que pour ce qui s'est passé il y a 10 jours, ça nécessitait une préparation, une grosse préparation, vu qu'ils ont pu y passer la nuit sans être dérangés, alors qu'ici, on n'imagine pas qu'il y a eu autant de travail de préparation pour opérer comme ça et échouer aussi près du but. Les enquêteurs estiment qu'il ne s'agit donc pas forcément du même groupe. Le gang des termites aurait pu donner des idées à d'autres, avec moins de succès.
En bref, dans l'actualité également, près de Valenciennes à Fresnes-sur-Escaut, le toit d'un magasin désaffecté s'est effondré hier soir sur une maison individuelle. L'accident a fait un blessé grave, un garçon de 5 ans, et une dizaine de blessés légers. Ce communiqué de l'ETA aujourd'hui, l'organisation séparatiste basque qui admet être l'auteur de la fusillade qui avait coûté la vie à un policier le 16 mars dernier près de Paris. Mais l'ETA tente de faire porter les faits sur la police française qui aurait été à l'origine des coups de feu. Le syndicat de police Alliance n'accorde, je cite, aucun crédit à ces allégations. Direction Rome maintenant, où le pape Benoît XVI a donc adressé son message Urbi et Orbi, bénédiction à la ville et au monde devant des milliers de fidèles, massés place Saint-Pierre. Quelques secondes auparavant, événement rare, un cardinal, Angelo Sodano, avait souhaité prendre la défense du pape depuis le balcon de la basilique. On l'écoute. Aujourd'hui, à travers moi, toute l'Église veut vous dire en chœur « Joyeuse Pâques, aimé Saint-Père ». Joyeuse Pâques, l'Église est avec vous. Le peuple de Dieu est avec vous. Et il ne se laisse pas impressionner par les jacasseries du moment, par les épreuves qui parfois viennent frapper la communauté des croyants. Alors que faut-il retenir de ce week-end pascal? On retrouve tout de suite notre correspondant à Rome, Philippe Bisserias. Bonsoir Philippe. C'est tout de même très rare et très symbolique que le Vatican soit amené à défendre ainsi publiquement le chef de l'Église catholique. C'est même du jamais vu, c'est la première fois que l'on bouscule ainsi le protocole de la messe de Pâques. Alors pour comprendre la portée de cet événement, il faut dire que le cardinal Sodano est l'une des personnalités les plus respectées de l'Église catholique. Il était numéro 2 du Vatican à l'époque de Jean-Paul II et avec lui c'est un peu tout l'héritage des années Jean-Paul II qui vient au secours de Benoît XVI en difficulté. Le cardinal a dit au pape, eh bien tous les évêques du monde entier sont avec vous, les 400 000 prêtres de l'Église catholique sont avec vous. C'est ainsi une manière pour lui de montrer qu'il n'y a pas de crise d'autorité au sein de l'Église et que tout le monde soutient Benoît XVI. Alors Benoît XVI de son côté, lui, n'a pas souhaité revenir sur ces récentes polémiques. Il estime que ce n'est pas son rôle et il ne veut surtout pas que l'actualité vienne dicter le contenu de son message aux fidèles, surtout pendant les fêtes de Pâques. Merci Philippe. Il s'agit donc d'une période, on l'a compris, difficile, délicate pour le Vatican et douloureuse souvent pour la communauté catholique. Alors quel est leur sentiment? Comment vivent-ils cette situation? Voici le point de vue de plusieurs d'entre eux, interrogés aujourd'hui à Paris par Françoise Vallée et Marie Cros. Moi j'ai une foi qui ne sera pas ébranlée par ces choses-là, qui sont des actes humains. Bon, le pape est très courageux et je pense que nous souffrons beaucoup, les catholiques, d'être attaqués comme ça. Bon, c'est vrai que pendant les sermons, on a quand même, et on en parle. C'est le portrait traditionnel de l'Église, c'est de cacher les fautes et de ne pas trop s'en occuper, faire semblant que ça n'existe pas et puis on continue. Mais ce n'est pas la situation empire d'année en année. Sous Jean-Paul II, on voyait plus de chances d'avancer. Maintenant, je trouve qu'on rétrograde un peu. Moi, je trouve que c'est surtout bien qu'on en parle enfin. C'est-à-dire pendant des années, on n'en a rien dit. Et je pense que c'est une bonne chose que le pape laisse justement tous ces problèmes apparaître. Je pense que ça n'est pas une affaire personnelle, je pense que c'est un problème de société, ça n'est pas lié exclusivement à l'Église. Il touche également l'Église et dans cette mesure-là, ça affecte plus particulièrement les chrétiens, mais je pense que c'est un phénomène qui est mondial et qui apparaît avec une acuité particulière actuellement. On en sait un peu plus aujourd'hui sur la personnalité de l'auteur présumé de l'agression qui a coûté la vie à un usager du RER à Paris vendredi matin. Sa mère, qui a accepté de témoigner ce soir, affirme que son fils avait des antécédents psychiatriques graves, qu'il était soigné pour schizophrénie. Celle-ci aurait d'ailleurs alerté les autorités à plusieurs reprises devant la dégradation de l'état de son fils. Arnaud Comte, Laurence Diop et Chloé Cormery. C'est une femme effondrée qui a accepté de nous rencontrer. Son fils de 29 ans a reconnu hier avoir tué un passager en le poussant contre un RER vendredi. Je ne sais pas si un jour j'arriverai à vivre correctement parce que je pense, à chaque instant, je pense à la victime. Je me dis, mon Dieu, si seulement les médecins, honnêtement, si seulement les médecins avaient
m'avait écouté. Si seulement la police, c'est un truc c'était prévisible, ça n'aurait jamais dû arriver, quoi. Selon elle, son fils est diagnostiqué schizophrène en 2005. Il est violent et va jusqu'à la poignarder. Il suit alors un traitement par injection tous les mois à l'hôpital. Mais depuis février, il refusait de le prendre. Très inquiète, sa mère dit alors avoir alerté médecins, élus et même la police il y a 10 jours pour le faire hospitaliser, pressentant un drame. Je les ai suppliés. J'ai dit, écoutez, vous ne vous rendez pas compte, mon fils, il est en danger pour lui-même et pour la société, ce sont mes termes. Ils m'ont dit, écoutez, madame, nous, on ne peut pas le transporter contre son gré. Tout ce que je demandais, c'était même pas qu'on l'interne, c'était que même si ils acceptaient de venir à domicile lui faire son injection, et puis ça repartait normalement. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'on m'aide à le traiter. Point. Je ne demandais pas plus. Voilà. Son fils vient d'être mis en examen pour meurtre. Un juge doit maintenant décider de son placement en détention. Voilà pour ce témoignage. L'actualité à l'étranger, avec tout d'abord cette série d'explosions à Bagdad ce matin. Plusieurs attentats kamikazes à la voiture piégée ont eu lieu dans le même quartier, non loin de l'ambassade d'Égypte ou encore d'Iran. Le bilan est lourd, 30 morts et plus de 200 blessés. Arnaud Miguet. Un épais nuage de fumée recouvre le quartier de Mansour à Bagdad. C'est l'un des endroits les plus sécurisés de la capitale irakienne. Pourtant, à la mi-journée, des attaques simultanées frappent les ambassades iraniennes, arabes et européennes. Scène de chaos dans les rues, on évacue les blessés, il y en a des centaines, et les morts. Attentat kamikaze simultané à la voiture piégée qui porterait la marque d'Al-Qaïda contre les ambassades égyptiennes et ici allemandes. La voiture est arrivée par là. Comment est-elle passée? Pourquoi les gardes ne l'ont pas arrêtée? Je n'en sais rien. Elle a explosé et tué des civils, des enfants, des innocents. Sur ces images de vidéosurveillance, l'explosion qui vise l'ambassade de la République islamique iranienne. Elle a laissé ce cratère, des voitures calcinées et là aussi de nombreuses victimes. Ils visaient l'ambassade. Ils ont foncé directement sur elle. Et tout a explosé. Si les forces de sécurité ont déjoué une 4e attaque contre leur propre quartier général, le bilan de ce dimanche meurtrier est lourd, au moins 30 morts, plus de 200 blessés. Ce regain de violence intervient alors que le pays connaît un vide politique après les élections législatives du 7 mars dernier. Au Sénégal, les forces armées du pays ont défilé aux côtés des forces françaises, et cela afin de commémorer l'indépendance. Symboliquement, c'est aujourd'hui que le Sénégal a repris sa souveraineté sur les bases militaires françaises installées à Dakar. 1200 hommes pourraient quitter le sol sénégalais dans les 2 ans à venir. Image signée Frédéric Ranck. En Afrique du Sud maintenant, le président Jacob Zuma a appelé la population au calme et a mis en garde contre toute provocation à la haine raciale. Une prise de parole quelques heures seulement après l'assassinat d'Eugène Terre-Blanche, leader d'un mouvement extrémiste favorable à l'apartheid. Un assassinat qui n'aurait pas de motif politique. Alain Chalvron. C'est devenu un lieu de pèlerinage pour les bourgs, les blancs sud-africains. Enfin, pas tous les plus extrémistes. C'est là qu'a été assassiné Eugène Terre-Blanche, flamboyant chef du mouvement de résistance afrikaner, un petit groupe fascisant, chemise noire et ersatz de croix gammée, qui regroupe la fraction ultra-minoritaire dans la communauté blanche des nostalgiques de l'apartheid. L'apartheid, ce système légal de ségrégation raciale qui a gouverné l'Afrique du Sud de 1948 à 1991. Un système qui excluait en pratique la majorité noire du pouvoir économique et politique et qui l'a cantonné dans des bidonvilles insalubres où policiers armés tiraient à vue. L'apartheid est mort avec la libération de Mandela il y a 20 ans. Et pourtant, l'assassinat de Terre-Blanche par 2 de ses employés pour des raisons non politiques plonge le pays dans l'angoisse. Des partisans de son mouvement appellent à la vengeance et réclament la création d'un État bourg, d'un État blanc. Nous voulons notre Volksstaat, c'est-à-dire notre État où nous pourrons faire ce que nous voulons, où nous pourrons vivre à notre manière, selon notre religion et notre culture. Le ministre de la Police s'est rendu lui-même sur les lieux du crime dans le ranch de Terre-Blanche et appelle au calme.
Nous demandons à chacun de ne pas politiser cette affaire, de laisser la police faire son travail. Ce n'est pas une affaire politique. Eugène Terreblanche ne représentait pas grand-chose avec son folklore fasciste, mais toute étincelle est dangereuse dans le bush sud-africain. En bref et en image, cette marée noire en Australie, dans la région de la Grande Barrière de Corail, classée au patrimoine de l'humanité. À l'origine de tout cela, un navire chinois transportant du charbon qui s'est échoué et qui, selon les autorités, menace de se briser en plusieurs morceaux. Un voyage pour faire le point sur la planète en danger, justement, celui de l'explorateur Jean-Louis Etienne, qui devrait s'envoler demain de l'île de Spitsberg, en Norvège, pour une traversée du pôle Nord en ballon. L'objectif, entre autres, mesurer le CO2 dans cette région de l'Arctique. Sur place, le reportage de notre équipe, Nicolas Châteauneuf et Mathias Second. Un vent glacial et coupant. Jean-Louis Etienne le sait, en Arctique, le moindre mouvement est plus compliqué. Mais il faut bien continuer les préparatifs de son voyage en ballon et mettre en place la nacelle dans laquelle il va traverser l'océan Arctique. Car demain matin, les conditions météo devraient être idéales pour gonfler le ballon et s'envoler direction le pôle Nord. Le vent est favorable en altitude, à 1500 mètres, il faut essayer d'aller choper ce vent là. Mais pour aller prendre ce vent, il faut pouvoir gonfler. Quelques heures auparavant, il a fallu charger dans la nacelle l'eau, la nourriture et tout le reste. Vérifier aussi les multiples instruments scientifiques qui permettront de mesurer le champ magnétique terrestre, les poussières en suspension dans l'air et le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Des données très utiles pour les climatologues. Le CO2, c'est une mesure qui me tient à cœur, elle est très symbolique en même temps, surtout sur cette région du pôle qui souffre le plus, l'Arctique souffre le plus du réchauffement climatique, on s'en aperçoit. Ici au Spitsberg, il n'y a pratiquement plus de glace, alors qu'il y a 10-15 ans, tout était gelé. Cette nuit, le ballon sera déployé puis gonflé avec ses 252 bouteilles d'hélium. Il sera alors impossible de faire marche arrière. Pour Jean-Louis Etienne, l'aventure commencera dans quelques heures. Normalement, les conditions météo devraient être favorables pour emporter le ballon vers le pôle Nord. Ensuite, tout dépendra des vents. Ce sera la Sibérie ou l'Alaska. Cette information de nos confrères du journal du dimanche maintenant. Plus d'un mois après le passage de la tempête Xynthia en Vendée et en Charente-Maritime, les préfets de ces régions devraient annoncer cette semaine la destruction de 1300 à 1500 maisons. Un plan d'une envergure exceptionnelle qui devrait coûter plus de 200 millions d'euros. On voit tout cela avec Marie-Pierre Cassignard. Presqu'île de la Fumée en Charente-Maritime. Ici, la tempête Xynthia n'a rien épargné et d'ici peu, ces maisons devraient être détruites. Un plan d'envergure que s'apprêtent à annoncer les préfets. 1200 à 1500 habitations seraient concernées en Vendée et en Charente-Maritime. Les habitants sont inquiets. L'eau est allée jusqu'aux abords de la maison, mais j'ai pas eu d'eau du tout dans la maison. J'ai l'impression qu'il y a une précipitation dans les actes pour montrer qu'on a fait quelque chose. Les maires des communes concernées devraient être informés mercredi prochain. Pour l'instant, ils espèrent que l'État restera prudent. Nous avons fait remonter des informations que nous avons pu recueillir sur le terrain par rapport à des prescriptions éventuelles au niveau de ces zones à haut risque. Je ne sais pas comment l'État va réagir. Nous espérons que ces prescriptions pourraient être mises en place de façon à ce que les gens puissent peut-être continuer de vivre dans ces secteurs. À la préfecture, on s'efforce de rassurer comme on peut. Il n'est pas question d'en rajouter une couche, donc nous on fera tout pour privilégier les procédures amiables. Au total, une enveloppe de 200 millions d'euros devrait être débloquée, 150 000 € en moyenne par maison détruite. Il est 20h17, à suivre dans un instant, vous découvrez la liste des marques politiques déjà déposées pour 2012. Beaucoup de candidats potentiels, vous le verrez, mais finalement, qui se cache vraiment derrière ces dépôts? Un dimanche de sport et beaucoup de football. Marseille qui s'impose aujourd'hui, Bordeaux qui coince et Lyon qui a repris hier soir la tête de la Ligue 1. Enfin cinéma, le choc des titans est-il vraiment un choc? Film hollywoodien réalisé par un Français. Nous ferons le point également sur le box-office des sorties de la semaine ce soir. Mais avant cela, la semaine prochaine débuteront les états généraux de la violence afin de tenter d'apaiser, de trouver des solutions à une question qui alimente trop souvent l'actualité. Et vous allez voir que certains tentent déjà concrètement d'endiguer ce phénomène en multipliant les initiatives. À quoi tout cela correspond? Reportage à Nanterre dans un collège. Grand format signé Mallory Aonou et Mathieu Niven-Gloski.
Eh bien Sophia, je te remets ton diplôme des encouragements. C'est le fruit d'un trimestre d'efforts. Et au collège Évariste Galois, cela donne lieu à une cérémonie. Je dis à chaque fois, mais il y a plus d'élèves félicités, complimentés, encouragés que d'élèves qui ont des avertissements. Et comme on dit chaque fois, ce collège il est en ZEP, bah, ça nous valorise un petit peu. Tous les enseignants, je n'ai pas un enseignant en particulier, sont très très mobilisés pour les élèves. Pour vous en tant que parents, c'est ça qui fait l'atmosphère d'un établissement? Complètement. Et puis ça crée aussi un climat de sécurité. Rien d'évident pourtant dans ce collège le plus évité du département. Les difficultés, les tensions sont celles du quartier. 8 élèves sur 10 proviennent d'un milieu défavorisé. Mais ici, on ne baisse ni les bras, ni la voix. Vous rentrez en silence, on sort de la table et on se tait, c'est clair? On a beau être en quatrième, c'est des tout petits enfants et ils manquent de repères et on est là pour les cadrer. Donc voilà, c'est tous les jours, c'est fatigant mais c'est comme ça et c'est même 2 fois par jour quand je les vois 2 fois par jour. J'ai jamais gagné avec eux. Inlassablement fixer les limites, mais en restant dans le dialogue le plus longtemps possible. Ici, 2 médiatrices s'y emploient à plein temps. Cette jeune fille vient d'être exclue de cours. Habituellement, ça se passe bien avec ce professeur? Non. Les élèves peuvent se confier sans crainte des représailles. Quand on ne respecte pas les règles de l'établissement, il y a une sanction. Alors qu'en passant par nous, on peut essayer de désamorcer certaines situations qui ne sont pas si graves. Chaque adulte est chargé d'établir cette proximité. Lors d'ateliers organisés hors des cours, autour de projets menés sur toute l'année. Dans l'emploi du temps, on prévoit même des heures de débat pour prévenir la violence entre élèves. Puberté, violence, raquette, autre chose? L'insécurité. L'insécurité. Autant de moments qui doivent permettre de concilier autorité et bienveillance. C'est ce qui compte dans une communauté comme celle-là, c'est que lorsqu'on pose des règles, lorsqu'on pose des sanctions, c'est que ça soit compris et que la sanction n'engendre pas un surcroît de violence. Tu fais partie des élèves qui devraient... L'important, parler d'une seule voix. En quelques années, l'équipe a réduit de moitié les conseils de discipline, donc les exclusions. Elle préfère avertir dans ses commissions éducatives. Ça me fatigue. Ça te fatigue? L'autorité de l'adulte, qu'il soit professeur, assistant d'éducation, CPE principal, tu t'en fiches, tu n'en veux pas, tu le rejettes en bloc. Sauf que tu n'as pas le choix. Alors qu'est-ce qu'on lui propose? Bonne question. L'élève devra finalement faire ses preuves après une exclusion temporaire, sa dernière chance. Pas de solution miracle donc, mais parfois, la persévérance paie. C'est excellent. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé à partir de janvier-février. Riyad était suivi de près pour son comportement. Il marquait répond, contestation. Qu'est-ce qui t'a donné envie tout d'un coup de réagir, de te mettre à travailler? Bah que c'était pas cool d'avoir toujours les profs sur le dos. Petite victoire de celle qui récompense l'implication des enseignants pour que le travail l'emporte sur la discipline. Les questions suscitées par ces sigles déposés comme des marques. On y retrouve des sigles troublants, Hollande 2012, Aubry 2012, Sarkozy 2012 et bien d'autres seulement. Qui a vraiment déposé ces marques? Faut-il y voir obligatoirement le signe d'une ambition politique? Eh bien pas si sûr. Explication Valérie Astruc, Fabien Tormos et Philippe Dumail. La fête de la fraternité pourrait bientôt devenir une vraie marque protégée. Ségolène Royal vient en effet de déposer auprès de l'organisme de la propriété industrielle toutes sortes de concepts. Université populaire participative, ordre juste ou encore son courant dénommé l'espoir à gauche. Ce que je ne veux pas, c'est que ces idées fassent l'objet, par exemple, de marchandisation ou de récupération par des agences de communication ou même par des partis politiques qui pourraient détourner ou dévoyer un certain nombre d'idées auxquelles nous tenons tout particulièrement un désir d'avenir. Une démarche jugée curieuse par les spécialistes. Une marque se dépose pour protéger une commercialisation, pas pour défendre une idée. C'est pas le bon instrument juridique. Il n'y a pas d'instrument juridique de toute façon pour monopoliser les idées. Les idées, elles appartiennent à tout le monde. C'est un principe, ça qui est constant. L'initiative de Ségolène Royal est en fait politique. L'objectif, établir la paternité de ces concepts en vue de 2012. Même bataille sur Internet. Tout homme politique susceptible de concourir à la prochaine présidentielle a son nom de domaine réservé. Sans surprise, Sarkozy 2012 est bien déposé. Plus surprenant, Fillon 2012, Juppé 2012 ou encore Villepin 2012 le sont également. Quant au PS, les éléphants ont tous leur nom de domaine, sans compter les jeunes cadres ambitieux. Mais attention, les intéressés n'ont pas fait la démarche personnellement.
En général, ce ne sera pas eux. Ils préfèrent rester discrets sur leurs intentions. Ça peut être une personne de confiance à qui ils auront confié cette mission, un militant zélé, ou même, dans certains cas, un tiers peu scrupuleux qui espère plus tard monnayer ce nom de domaine. Et lorsqu'un petit malin réserve un nom de domaine à des fins lucratives, les tribunaux donnent toujours raison aux propriétaires légitimes du nom. L'actualité sportive ce soir avec tout d'abord le football et une journée de Ligue 1 qui s'est poursuivie cet après-midi avec la victoire de Marseille. Hier soir, Bordeaux a une nouvelle fois démontré que l'heure était au doute. En revanche pour Lyon, tout va beaucoup mieux depuis quelques temps. Audrey Richier. Comme un air de samba sur la pelouse du Vélodrome. Brandao, le Brésilien, chargé de mettre l'ambiance et pour cela, rien de mieux qu'un but. Une tête bien placée sur ce corner de Lucho González. 1-0, victoire minimum mais importante pour l'OM, réduit à 10 pendant le dernier quart d'heure, après l'expulsion du défenseur Mbia. Et voilà que Marseille revient en trombe dans le haut du classement, avec pourtant 2 matchs de retard. Un classement chamboulé hier soir. Lyon a chassé les Girondins de leur fauteuil de leader qu'ils occupaient depuis 4 mois. De quoi faire perdre quelques cheveux à Laurent Blanc, l'entraîneur bordelais. En une semaine, son équipe vient d'enchaîner 3 défaites consécutives, la dernière hier soir à domicile face à Nancy. Bordeaux dépassé encaisse 2 buts. Ligue des champions, Coupe de la Ligue, championnat, à jouer sur tous les tableaux. Les champions de France pourraient bien tout perdre cette saison. On a des lacunes en ce moment qui sont criardes et dont l'adversaire en profite largement. Quand les joueurs ils sont au fond du trou, l'entraîneur ne doit pas mettre la tête comme ça et les plonger encore plus profond. Au contraire, il faut essayer de les tirer et de leur permettre de respirer, de reprendre de l'oxygène. À Lyon, Claude Puel n'a pas ses soucis. Son équipe est en pleine forme, la preuve face à Rennes. 2 buts aux accents d'Amérique du Sud. Michel Bastos, le Brésilien, puis Lisandro Lopez, l'Argentin, ramène les Lyonnais sur le toit de la Ligue 1. Lyon rêve désormais de conquérir l'Europe. Cela passe par Bordeaux mercredi pour une place en demi-finale de la Ligue des Champions. Cyclisme, une semaine avant Paris-Roubaix, une autre grande classique avec aujourd'hui le Tour des Flandres et la victoire revient à Fabian Cancellara, le Suisse qui confirme qu'il sera bien l'un des grands favoris sur les pavés du Nord dimanche prochain. Autre image en Formule 1 et c'est l'Allemand Sebastian Vettel qui remporte le Grand Prix de Malaisie sur Red Bull. De son côté, le Brésilien Felipe Massa prend la tête du championnat du monde. Michael Schumacher a dû abandonner aujourd'hui. Le cinéma avec tout d'abord le box-office des sorties de la semaine. En tête, gros succès pour Dragon 3D, film américain d'animation. Ensuite, très joli démarrage pour Les Invités de mon père, une comédie avec Michel Aumont, Karine Viard et Fabrice Lucchini. Autre film français à la 3e place, Tête de Turc, premier film signé Pascal Elbé avec également Roche Dizem. Et puis la semaine prochaine, vous pourrez retrouver à l'affiche une super production américaine. Son nom, Le Choc des Titans. Au programme mythologie, effets spéciaux proches d'un jeu vidéo. Et à la baguette, un réalisateur français. Le film vu par Bruno Le Dreff. Quels sont tes dessins, mon frère? Comme chacun le sait, il y a les dieux, là-haut. Zeus, notre frère parle vrai. Et les hommes, tout en bas. Ton équilibre. Tu tombes. Tu meurs. Mais dans la mythologie grecque, il y a aussi ce monde issu d'amours incestueuses entre hommes et dieux. C'est dans cet entre-deux que se déroule le choc des titans. Et comme on va le voir, la vie de titan, ce n'est pas de tout repos. Le réalisateur, un jeune Français, fou de mythologie et amoureux de cinéma d'aventure. Je m'amusais, j'étais comme un fou, j'étais genre, oh, ça va être super bien à tourner. Ensuite, quand on a fait les prévisualisations, les storyboards, je m'amusais aussi. Le casting, j'ai rencontré des acteurs formidables, des acteurs avec qui j'avais toujours rêvé de tourner. On battait contre des serpents, des scorpions géants, une femme serpent, des chevaux avec des ailes. Bon voilà, on s'amusait. Tournage amusant peut-être, mais aussi sportif pour les acteurs. En particulier pour Sam Worthington, après Avatar, l'Australien joue à nouveau les héros dans un film en 3D. La 3D vous immerge totalement dans l'action. Que ce soit un film psychologique dans une cuisine ou une saga dans un monde magique, on est projeté dans l'action. On oublie qu'on est au cinéma assis à côté de gens qu'on ne connaît pas. C'est la magie de se retrouver dans l'écran.
Bien sûr, les puristes découvriront une mythologie un peu différente de celle qu'ils ont apprise à l'école. Quelques emprunts aux traditions nordiques ou arabes, mais tout cela au service d'une bonne cause, le cinéma. Avant de se quitter, l'agenda de la semaine prochaine. Attention, si vous devez prendre le train, un appel à la grève a été lancé à la SNCF par plusieurs syndicats à partir de mardi 20h. Mercredi, le choc Bordeaux-Lyon, match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Et puis vendredi, Silvio Berlusconi se rendra à Paris. Il sera reçu à l'Elysée à l'occasion du 28e sommet franco-italien. Avant de refermer le journal, je vous rappelle l'une des informations de ce dimanche, c'est le témoignage de la mère de l'auteur présumé de l'agression qui a coûté la vie à un usager du RER. Elle révèle que son fils avait des antécédents psychiatriques graves, qu'il était notamment soigné pour schizophrénie. Elle aurait d'ailleurs alerté les autorités à plusieurs reprises devant la dégradation de l'état de son fils. Voilà, fin de ce journal. Merci pour votre fidélité ce week-end. Tout de suite la météo de votre lundi de Pâques, Tania Young, 20h35. Un film culte, Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner. Demain, l'information, c'est dès 6h30 dans Télématin. 13h, Sophie Le Saint et à 20h, c'est David Pujadas. Passez une très belle soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.